Bon. Donc, je reprends par rapport au cadre de référence en mathématiques. Bon, même principe, je vais passer rapidement, mais c'est toujours la même idée. Donc, ce que je voulais, c'était vraiment vous montrer les différences. Donc, on revient ici à PISA, donc avec toujours les 3 dimensions. Il y a une grande cohérence dans la manière de faire. On voit la procédure bien huilée, les contenus, les processus, les situations. Qu'on soit en maths, en sciences, en lecture, ça fonctionne de la même manière. Teams, comme pour le PIRLS, on a le niveau contenu, le niveau processus. Vous voyez qu'on soit en mathématiques ou qu'on soit en sciences, on est au niveau du savoir appliqué raisonné. Ça reste le même cadre exactement. Dans le PPCE, on a des sous-domaines et des processus. Comme on l'avait en sciences, en mathématiques, la démarche et la logique est la même. Donc on a ici vraiment, les sous-domaines sont vraiment au niveau des contenus, nombre, opération, géométrie, mesure, etc. Puis les processus, résolution de problèmes, communication, représentation, raisonnement, établissement de liens. La formulation n'est pas la même, mais ça rappelle quand même beaucoup les compétences du programme du MELS. Et puis au niveau du PIAC que j'avais mis ici en mathématiques, on l'avait ici, pour vous montrer qu'ici on a carrément 4 dimensions. Donc on déborde, on a des contenus, quantité et nombre, dimension, espace, etc. Ce qu'ils appellent des réponses, autrement dit, on peut assimiler ça, je pense, à des processus. J'ai repris leur vocabulaire, identifier, localiser, agir, utiliser, interpréter, évaluer, analyser, communiquer. Donc, encore une fois, on voit se profiler Bloom en transparence, je dirais, derrière. On a le contexte, vie quotidienne, le côté professionnel, la société ou autre chose. Et puis on a, et ça c'est différent des autres, on a ce qu'ils appellent les représentations. Autrement dit, je dirais les stimulus, ou en tout cas, enfin le stimulus qui est utilisé au départ, des objets, des images, des nombres et des symboles, des formules, des graphiques, des textes, et puis même l'usage de la technologie pour résoudre les tâches. Donc on a ici 4 dimensions. Je n'ai pas ajouté d'exemples parce que ce n'était pas mon propos que de vous montrer des exemples, simplement vous montrer le format dans lequel sont présentées les questions dans le cadre de référence. Un exemple de question en mathématiques, vous voyez, réponse courte. On est en 4e année ici, vous voyez le domaine est identifié et le processus est identifié. Donc toutes les questions sont sous ce format-là. Je n'en ai pas plus à vous montrer, c'était juste à titre d'illustration pour voir le format. Donc ça, c'était pour les cadres de référence en ce qui a trait au domaine et au contenu qui sont évalués, donc en lecture, en sciences et en mathématiques. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les modalités d'évaluation. Donc ici, je peux faire le lien assez facilement avec le tableau de spécification. Donc un enseignant dans sa salle de classe peut, même si à mon avis c'est loin d'être systématique, mais faire un tableau de spécification quand il élabore une épreuve pour, par exemple, déjà définir ce qui est évalué, mais ça permet de faire le lien entre le contenu enseigné et ce qui est évalué. S'il fait une épreuve avec un certain nombre de questions, je ne parle pas d'une tâche complexe pour laquelle c'est un peu différent. Attribuer par exemple un poids différent aux apprentissages dans l'épreuve évaluative, il peut estimer qu'il doit mettre plus de questions sur certaines choses par rapport à d'autres, donc de le définir, de le planifier à l'origine, de définir le nombre de questions à poser en tout et en partie dans les différentes catégories. Donc ça, c'est le travail habituel de l'enseignant qui souhaite, en tout cas de la démarche évaluative, quand on veut la faire reposer sur un tableau de spécification. Et habituellement, je vous le disais tout à l'heure, dans un tableau de spécification, on a donc nos 2 dimensions qui sont issues des taxonomies, qui sont en général, même si le vocabulaire peut changer, puis on a vu que dans les cadres de référence des enquêtes, le vocabulaire peut évoluer, puis qu'il n'y a pas forcément que 2 dimensions. Mais habituellement, on s'intéresse au contenu et au niveau cognitif, avec une marge de manœuvre par rapport à ce qu'on met là-dedans. À quoi ressemblent éventuellement les tableaux de spécification dans le cadre des enquêtes à grande échelle ? C'est sûr que dans les textes, on n'a pas toujours l'information de façon aussi claire que ça, mais ici, je vous prends un résumé qui a été proposé par des collègues dans un article sur justement les cadres de référence. Donc on ne voit pas très bien, mais vous voyez qu'on retrouve ici, on est dans le PIRLS, vous vous rappelez, on avait 2 intentions de lecture, lire pour l'expérience littéraire et lire pour acquérir et utiliser des informations. Vous vous rappelez, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc le tableau de spécification, ici, au fond, pour la partie supérieure en tout cas, s'intéresse aux 2 intentions de lecture et précise le nombre de questions.
Donc en tout, on a 126 questions. 64 sont liées à la première intention, 62 à la deuxième. Et puis, de ces 64, 34 sont à choix multiples et 30 à réponse construite. Des 62 de la deuxième intention, 30 et 32 sont dans chacune des deux catégories de questions. Donc, ce qu'on voit ici par rapport au PIRLS, c'est qu'on a une épreuve en lecture qui est partagée à peu près en nombre égal de questions qui visent chacune des deux intentions de lecture et à peu près moitié-moitié de questions à choix multiples puis de questions à réponse courte. Vous voyez aussi qu'on a un total de points qui est de 167, ce qui suggère que certaines questions valent plus qu'un point. Ça, c'est l'information qu'on a ici. Si on regarde la partie inférieure du tableau, on a le pourcentage d'items, on a le nombre total d'items. Donc on voit que par rapport aux intentions de lecture, par exemple ici, on a 64 questions ici qui sont à choix multiples, mais ces 64 questions se déclinent de la manière suivante par rapport aux 4 processus qui étaient proposés dans le cadre de référence. Donc ce qu'on peut voir au premier coup d'œil ici, c'est que finalement il y a des nombres relativement différents de questions par rapport aux différents processus, et puis qu'on est quand même capable d'aller chercher des informations sur chacun des processus et sur chacune des intentions de lecture. Donc un tableau, ce qui pourrait en tout cas s'apparenter à un tableau de spécification, ça pourrait prendre cette forme-là. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de dimension. Enfin, il y a 2 dimensions parce que c'est un tableau carré, mais en fait, dans un cas, c'est l'intention, dans l'autre cas, ce sont les processus. La deuxième dimension est formée par les formats des questions. Donc, il n'y a pas de contenu, il y a juste l'intention, les processus. Autre manière de regarder de quoi sont faites les épreuves, je vous propose ici un tableau synthèse. Donc pour PISA, donc vous avez les 3 disciplines que sont mathématiques, sciences et lecture. Si vous regardez dans PISA, en mathématiques, on a des questions à choix multiples, des questions à réponse courte, des questions à réponse construite, pour une proportion d'un tiers, un tiers, un tiers. Donc 3 types de questions en proportion égale, un tiers chacune. En sciences, c'est à peu près le même panorama. La différence, c'est qu'on a en plus des questions à choix multiples complexes. Vous vous rappelez, on en a parlé dans ma précédente présentation. Donc on en a quand même 34%. Et puis le dernier est constitué de réponses courtes et de réponses construites. Donc on a encore une fois 3 ou 4 sortes de questions qui sont réparties dans des nombres, dans des proportions. En lecture, on a des choix multiples complexes et des réponses courtes. Et puis des réponses construites. Ce qui est intéressant, c'est qu'en lecture, les 2 possibilités existaient en 2009, papier-crayon ou électronique. Et vous voyez que dans la version papier-crayon, les proportions de questions à choix multiples et de réponses courtes étaient de 57% par rapport à 43% pour les réponses construites, alors que dans le test électronique, la proportion était beaucoup plus grande par rapport au test à choix multiples qu'aux questions à réponse construite. Donc il y avait un design, je dirais, qui était choisi pour être différent. Je refais une parenthèse ici, et je vais y venir bientôt, mais rappelez-vous que tout le monde ne passe pas forcément exactement la même épreuve. C'est la modélisation des données qui permet d'estimer l'habileté de l'élève, par exemple en lecture. Donc ce n'est pas forcément un problème. Ça pourrait paraître problématique que d'avoir des épreuves qui ne sont pas constituées de la même manière, du même genre de questions, puis des mêmes contenus, ni des mêmes questions. Ça le serait si on estimait l'habileté de l'élève ou le rendement de l'élève à la fin, simplement en comptant les points qu'il a obtenus. Mais ce n'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on interprète, en tout cas on modélise, plus qu'interpréter, on modélise les données qu'on obtient, données, entendez, bonnes et mauvaises réponses aux différentes questions, ou nombre de points quand il y a des crédits partiels. On modélise ça notamment avec un modèle de la théorie de réponse aux items, de façon à estimer l'habileté. Donc étant donné que les protocoles impliquent qu'il y a toujours des questions en commun dans les différentes versions, on est capable de mettre tout ça ensemble dans une procédure psychométrique de manière à estimer l'habileté, pour dire les choses de manière simple, de la même manière pour tout le monde. Donc même si tout le monde ne répond pas aux mêmes questions, puis on le voit très clairement, on le voit très clairement ici parce qu'on voit bien que les proportions de type de questions, de format de questions ne sont pas les mêmes, ça n'empêche pas que tout le monde à la fin
a un rendement qui est estimé par rapport à ce à quoi il a répondu, mais de manière, je dirais, scientifique et fiable, et que ce rendement est mis sur la même échelle. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Donc on a ici, on voit qu'en gros, il y a 3 sortes de questions. Hein. Réponse, choix multiple, réponse courte, réponse longue, avec des proportions un peu variables. Dans le PIRLS et le TIMSS, qui sont gérés par le même organisme, c'est logique que ça ait la même allure, 50-50, choix multiple, réponse construite, dans les 2 cas, que ce soit en mathématiques, en sciences ou en lecture. Dans le PPCE, on a des choix multiples. Donc ici, on n'a pas les pourcentages, mais les nombres. On a 37 questions à choix multiples. On a environ 10 questions à réponse construite. Une question à réponse construite est développée, donc une réponse plus longue, est ce qu'ils appellent une tâche intégrée. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas, il n'y a pas moyen d'aller voir à quoi elles ressemblent, ces questions-là. La seule chose, je l'ai après, je vous montrerai après, la seule chose à laquelle j'ai réussi à avoir accès par rapport à la tâche intégrée, c'est l'énoncé, je dirais, de manière très générique, qui montre le genre de questions qui peut être posée. Mais on n'a pas beaucoup plus d'informations. Mais c'est intéressant d'avoir ici cette idée de tâche intégrée. Si on revient à mon idée de départ de est-ce que ça évalue vraiment des compétences, ben on pourrait supposer qu'avec l'idée d'avoir une tâche intégrée, il y a une volonté, en tout cas, d'aller chercher une information sur les compétences. Je mettrais un bémol quand même personnel à ça, c'est-à-dire qu'avec une seule tâche, je ne suis pas sûre qu'on est capable d'inférer grand-chose. Ce bémol étant mis, il y a quand même une volonté par rapport à ça. Mais comme je vous dis, très difficile d'avoir l'information, donc je ne peux pas tellement vous en parler plus parce que je n'ai pas réussi à la trouver. J'ai mis ce tableau ici, bon, encore une fois c'est en anglais, mais peu importe, juste pour vous montrer que dans PISA, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas toujours la même discipline qui est la discipline majeure. Donc si vous regardez ici, en 2000, c'était la lecture qui était la discipline majeure, alors qu'en 2003 et en 2006, c'était une discipline mineure. Ça veut dire que mathématiques ou sciences était la discipline majeure. Donc je voulais juste vous montrer ce qu'il propose dans un des rapports, comme donc on a les trois processus qui sont remis ici tels que je vous les avais proposés tout à l'heure, et puis on a les pourcentages de chacune des catégories de questions, et vous voyez que c'est variable d'une fois à l'autre. Autrement dit, quand la discipline est majeure ou quand la discipline est mineure, il n'y a pas forcément le même nombre de questions. C'est normal, si c'est la lecture qui est la discipline majeure, ben on veut aller plus en profondeur, on veut aller chercher plus de choses. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus ou moins de questions, ça veut simplement dire qu'elles ne sont pas forcément de la même nature. Donc il y a tout un travail aussi dans les cadres de référence par rapport à organiser ce qui est évalué. Si la discipline est la discipline majeure, c'est sûr qu'il va y avoir dans le questionnaire contextuel beaucoup de questions par rapport à la lecture, par rapport aux habitudes de lecture de l'élève, pour pouvoir s'intéresser de manière, je dirais, plus approfondie dans les analyses à tout ce qu'on est capable de mettre en lien avec le rendement de l'élève en lecture. Ça veut dire que le rendement de l'élève en lecture, on va le chercher probablement d'une manière plus fine qu'on ne le fait quand c'est une discipline mineure, et que les questionnaires contextuels vont chercher des infos qu'on n'ira pas chercher si c'est les mathématiques qui sont la discipline majeure. En mathématiques, on ira poser d'autres questions. Donc vous voyez toute la mécanique est gigantesque, je dirais, qui est là derrière. Dans le PPCE, juste pour revenir à mon idée tout à l'heure, vous voyez comment est constitué le contenu du test en termes d'organisation des questions. Donc on a, vous le voyez, 6 sections qui sont proposées. Dans chacune des sections, on a un type de texte différent. Ici, je n'ai pas la certitude absolue, mais ma compréhension est que tout le monde passe la même épreuve dans le PPCE, qu'il n'y a pas différentes versions comme c'est le cas dans PISA ou dans TIMSS ou dans le PIRS. Donc ici, on a par exemple un texte, vous voyez qu'il y a des textes de longueur très différentes, mais on demande aussi des choses très différentes à l'élève. On lui fait lire un texte court, mais on lui demande de faire une réponse construite et développée, on lui donne 20 minutes. À l'inverse, dans la section D, on lui donne un texte qui est quand même relativement plus long, mais on lui pose seulement des questions, on lui pose 5 questions à réponse construite, 6 questions à réponse choisie, mais on ne lui donne que 10 minutes. Donc vous voyez qu'il y a tout un calcul qui est fait derrière par rapport au temps attendu que l'élève a pour répondre aux différentes questions. Donc c'est vraiment organisé en termes d'affectation de temps.
Puis je vous rappelle, et ça fait référence à ce que je vous disais la dernière fois, l'idée de test standardisé. Il faut que tout soit fait résolument de la même manière pour tout le monde pour qu'on puisse mettre ensemble toutes ces données-là et les analyser ensemble. Donc le fait que dans les cadres de référence, on aille jusqu'à identifier le temps précis nécessaire pour répondre à chacune des questions est important pour la standardisation. Je vous parlais de la tâche intégrée. La seule info que j'ai trouvée sur la tâche intégrée, c'est ce que vous avez à l'écran. Donc c'est une question de type distinct. Les élèves devraient répondre à certains items à réponse choisie parmi 4 options suggérées et formuler des réponses construites d'environ 4 lignes. Chaque cahier contenait en outre un court texte d'introduction et la consigne suivante, et ça c'est la tâche de type distinct. Lis le texte ci-dessous, réfléchis-y bien. Sur les pages suivantes, décris ce qu'il signifie pour toi, prends soin d'expliquer judicieusement tes idées. Donc on va, je suppose, vers l'idée d'une rédaction, de quelque chose d'un peu plus personnel. Mais la manière dont c'est évalué et à quoi ça ressemble à la fin reste, en ce qui me concerne, en tout cas pour le moment, un mystère. Et puis on a une pondération qui est proposée dans le PPCE par rapport à 3 sous-domaines qui sont la compréhension, l'interprétation et la réaction au texte. Donc vous voyez que la manière dont le domaine est organisé se retrouve après dans l'étiquetage des questions, se retrouve après dans le nombre de questions des différents formats qui sont proposés. Donc tout est mis, tout est, je dirais, décliné au fil des pages dans les cadres de référence, mais quand on lit le tout, on est capable de retrouver l'ensemble des informations, parfois de façon plus ou moins précise, mais on a quand même, à la fin de notre lecture, une bonne idée de ce à quoi ça peut ressembler. Maintenant, mon dernier point par rapport à ça, c'est que je vous disais, tout le monde ne travaille pas forcément sur les mêmes versions. Donc, le vocabulaire habituellement utilisé, on parle de blocs. Donc, c'est une organisation en différents blocs. C'est-à-dire que chaque participant ne répond pas à l'ensemble des questions. Je vais vous montrer l'exemple, je pense, de PISA notamment. Pas à l'ensemble de toutes les questions, mais à certaines questions organisées dans certains blocs et tout le monde ne passe pas les mêmes blocs. Donc il y a une structure complexe qui est proposée, qui est toujours très bien expliquée dans les cadres de référence, qui prend la forme, habituellement le terme consacré, c'est une matrice d'échantillonnage. On regarde comment les différents élèves sont distribués de manière aléatoire par rapport aux différentes versions, si je peux dire, du test. Donc ça peut prendre, par exemple, maintenant c'est pas le PISA que j'ai ici, c'est le PIRLS. Donc en 2006, voilà à quoi pouvaient ressembler, donc on est en lecture, les différents blocs. Donc si on regarde par rapport à l'expérience littéraire, on a 5 blocs possibles. Par rapport à retrouver et utiliser l'information qui est dans le texte, on a également 5 blocs. Les premiers sont identifiés par la lettre L, les deuxièmes par la lettre I. Et donc les élèves doivent répondre à 2 blocs. Et dans chaque bloc, il y a un texte à lire et des questions qui ressemblent à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le temps moyen, mais ça peut varier d'un bloc à l'autre, est d'environ 40 minutes. Et chaque sujet donc doit passer 2 blocs. Maintenant, comment sont organisés les blocs ? Ils sont organisés en ce qu'on appelle des bouclettes, autrement dit des livrets. Donc vous voyez que dans le cas du PIRLS 2006, il y avait 13 versions. Donc si je suis un élève qui passe ça, je passe l'une ou l'autre de ces 13 versions-là. Donc l'élève qui se retrouve avec le livret, le booklet numéro 1, va passer le L1 et le L2. Donc vous voyez que tout le monde ne passe pas des L et des I. Certains ne passent que des L, certains ne passent que des I. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que je vais être capable, parce que je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on soit capable d'estimer l'habileté de l'élève en lecture, alors que tout le monde ne passe pas les mêmes questions. Ce qui permet de le faire, c'est que si vous regardez, entre les élèves qui ont eu le bloc 1 et le bloc 2, enfin le livret 1 plutôt et le livret 2, ils ont les questions du bloc L2 en commun. Ça veut dire qu'on est capable, je dirais en langage consacré, on dit faire de l'equating, c'est un bon français, désolé, donc de relier les questions par rapport à ces questions communes, d'arriver à estimer l'habileté de l'élève parce qu'il y a des questions qui sont en commun. Donc après, vous voyez, il y a le L3 qui est en commun, le L4 est en commun, et chaque regroupement a en commun des questions avec un autre livret qui lui-même a en commun des questions avec un autre livret, etc. Donc ça représente la matrice d'échantillonnage finalement des différents livrets. Vous voyez que le dernier ici porte un nom un peu différent parce que est proposé en 2006, je pense que c'était nouveau en 2006,
des blocs qui étaient un peu différents, qui étaient présentés de manière plus authentique. Donc là, on est dans une direction évaluer des compétences, voir comment l'élève se débrouille dans un contexte qui est peut-être moins scolaire, mais plus proche de la réalité. Donc c'était l'idée d'avoir un magazine en couleur, des questions dans un document séparé. Donc pas d'avoir quelque chose qui ressemble plus à une épreuve évaluative scolaire, mais quelque chose qui ressemble plus à la vraie vie. Je lis un magazine, puis après on me pose des questions sur ce que j'ai lu. Donc un contexte un peu différent, ce qui signifie que si on a accès par exemple à ces données-là, on pourrait potentiellement voir, c'est le seul qui est à part, mais voir si effectivement, vous voyez que lui, il n'a rien de commun avec les autres. C'est vraiment un groupe d'élèves à part qui permet d'adresser des problématiques éventuellement différentes, donc de récolter des données autres. Si on regarde ici dans Teams, c'est à peu près le même principe. Teams, c'est mathématiques et sciences. Donc vous voyez que là encore, on a 14 livrets différents. 2 blocs constituent la partie mathématiques, 2 blocs constituent la partie sciences. Donc vous voyez ici que tous les élèves passent, si je ne me trompe pas, ils passent tous des maths et des sciences. Par contre, ce n'est pas toujours dans le même ordre. Parfois, ils commencent par les mathématiques, puis par les sciences. D'autres fois, c'est le contraire. Mais vous voyez que c'est à peu près le même principe que ce que je vous ai montré avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, je vous l'ai dit au début, Teams s'adresse à la fois à des élèves de 4e année et des élèves de 8e année. Donc ils passent les mêmes choses, mais ils n'ont pas le même temps. Donc il y a aussi tout un travail, je dirais, dans le cadre de référence pour organiser justement le temps de passation, pour mettre les choses qui sont... Ils passent les mêmes choses? A priori, oui. À vérifier, je n'ai pas une certitude absolue par rapport à ça. Parce que si on regarde ici, par exemple, on voit qu'on a l'identification des questions qui est posée ici. On a le bloc auquel ça appartient, mais on voit que ces questions-là sont identifiées grade 4. Okay. Alors, comme on n'a pas accès aux questions, c'est difficile de répondre. Je me la pose et je n'ai pas la réponse. Mon hypothèse, c'est que certaines des questions sont les mêmes, mais qu'éventuellement, ou que les questions sont semblables, mais adaptées au niveau de l'élève. Mais... Ben oui, mais je ne suis pas sûre. Pour moi, ça, c'est une zone d'ombre qui n'est pas claire. Et c'est pas des réponses. Je n'ai pas trouvé de réponse. La question, je me la suis posée, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Si vous regardez ici, là, elles sont vraiment étiquetées grade 4. Donc, je suppose qu'il y a l'équivalent, peut-être, pour le niveau 8. Par contre, on retrouve, vous vous rappelez tout à l'heure, la manière d'étiqueter les contenus, les nombres, et puis ici, on est à connaître. Donc chaque question est étiquetée de cette façon-là. Ici, on est à connaître, raisonner, appliquer. Donc on retrouve le domaine, en tout cas tel que défini dans le cadre de référence. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que c'est le même groupe dans le cadre de ces tests-là? C'est le groupe de 4e année, cette cohorte-là qu'on va suivre en 8e année qui va avoir au même texte? Non, ça s'est passé au même moment, donc ce n'est pas les mêmes élèves. C'est pas les mêmes élèves? C'est pas les mêmes élèves. Non, je veux dire ça que s'il y a un groupe qui passe, par exemple, en 4e année le test, est-ce que 4 ans plus tard, ce groupe-là est maintenu pour... Non, c'est en 2006, il y a des élèves de 4e année qui sont échantillonnés, des élèves de 8e année qui sont échantillonnés, puis ils passent. Rien ne dit que 4 ans ou 3 ans plus tard, quand ça va reprocéder, c'est les mêmes élèves qui seront pris. En fait, c'était par rapport aux objectifs. Mais par rapport aux objectifs, ce qui permet, c'est une bonne question, ce qui permet effectivement, parce que j'avais annoncé l'idée de faire le suivi, il faut qu'il y ait quelque chose en commun pour faire le suivi. Mais ce n'est pas les élèves, c'est les questions. C'est les questions qui sont le commun. C'est-à-dire qu'on regarde une question, ces questions, je vous rappelle, on est dans un test, elles sont standardisées, elles sont étiquetées, elles ont des caractéristiques précises et connues. Donc elles sont supposées dans tous les contextes se comporter de la même manière. Donc ce qui peut changer, c'est l'élève ou les élèves. Donc la manière de faire le suivi et de voir l'évolution, c'est d'avoir ce qu'on appelle des questions d'ancrage qui sont communes à diverses passations. Et c'est exactement la diapo que j'ai ici, qui permettent justement d'estimer l'habileté sur la même échelle pour les 2 passations ou les 3 passations qui se suivent. Donc ce n'est pas forcément les mêmes élèves, mais on ramène tout sur la même échelle. Ce qui fait qu'on est capable de voir si les élèves, 3 ans ou 4 ans après, ont tendance à être
plus fort, moins fort, s'il y a une évolution marquée qu'on est capable statistiquement de mettre en évidence. Mais ce n'est pas les mêmes élèves, ce serait trop compliqué de prendre les mêmes élèves. En supposant qu'entre-temps, le programme n'a pas varié. En sachant que potentiellement le programme a varié, mais ce qu'on veut voir, c'est le niveau. Ce qu'on prétend estimer, c'est le niveau d'habileté d'un échantillonnage d'élèves de 4e année, de 8e année, dans le cas précis ici. Donc, le contexte peut changer, tous les élèves ne sont pas les mêmes. Mais ce qu'on veut voir, c'est si au temps t égale 0, puis au temps t égale 1, quand on donne les mêmes questions, et qu'on se réfère finalement à ces questions qui sont communes, si on voit une évolution ou pas, si les choses changent ou pas. Après, on peut les expliquer potentiellement par le fait que le programme a changé, le fait que... C'est ça qui permettrait éventuellement de dire qu'on a fait tel changement au programme, puis qu'effectivement on a observé une hausse significative du rendement mathématique dans une enquête comme celle-là. Ça ne nous permettrait pas avec certitude de mettre ça en lien avec le changement de programme, parce qu'en sciences humaines, les certitudes, on en a rarement, mais ça nous permettrait au moins de dire, tiens, ils ont tendance à être meilleurs, on pourrait peut-être attribuer ce changement positif ou négatif, parce que ça peut aller dans les deux sens, au fait qu'on a changé certaines choses dans le programme. Et si on a effectivement des questions particulières pour lesquelles on est capable de voir qu'il y a une évolution qui va dans un sens qui nous paraît cohérent par rapport au changement qu'on a fait au curriculum, ça serait encore plus, je dirais, solide scientifiquement que d'attribuer ça à ces changements-là. Mais toujours, moi je prends toujours beaucoup de pincettes par rapport à attribuer telle chose à telle cause. Là, on n'est pas des souris blanches, puis on n'est pas dans un laboratoire, mais on est quand même capable d'aller voir des problématiques qui ressemblent à celle-là. Mais ce qui ne change pas d'une passation à une autre, c'est, comme vous l'avez ici, certaines questions qui restent communes. Et donc qui permettent d'attacher ensemble les différentes passations et de voir des évolutions de cohortes, pas des évolutions d'individus. Et vous le voyez ici, par exemple, dans le bloc 1, on voit qu'on a des questions de TIMSS 2003. Donc ici, on est en 2007, on a des questions de TIMSS 2003. Ça veut dire qu'on a notre point de référence commun avec TIMSS 2003 qui va nous permettre, dans nos estimations, dans nos modélisations, dans nos calculs, de prendre le pouls de l'évolution entre les deux. Et vous voyez que dans certains blocs, c'est que des questions de 2003. Dans l'autre, c'est seulement des questions de 2007. En fait, il y a des nouvelles questions, mais toutes les combinaisons sont possibles. En fait, on a différentes façons de faire. Mais c'est ça l'idée des items d'ancrage. On a aussi dans TIMSS l'idée du temps. Et vous voyez qu'en 8e année, on peut supposer qu'effectivement, ça répond un peu à notre question de tout à l'heure. Si en 8e année, on leur donne plus de temps, c'est qu'en 4e année, c'est qu'on ne doit pas leur poser les mêmes questions. Ça répond. Poser la question avec cette diapo-là et y répondre. Elles doivent être plus complexes, donc leur prendre plus de temps, puis les apprentissages sont plus avancés aussi. Donc ça répond à la question. Finalement, j'avais la réponse. Alors après, la dernière, donc là, on a regardé ce qui est évalué, comment c'est organisé. C'est sûr que c'est très succinct. Vous comprenez que chacun des cadres de référence ici est une brique. Donc je vous ai sorti les éléments que je jugeais importants pour comprendre en gros comment ça fonctionne. Donc on a l'objet d'évaluation, on a les modalités, les genres de questions, on a vu des exemples. On a vu comment ça pouvait être organisé en termes de tableaux ou de distribution des questions par rapport aux différents éléments du domaine. On a vu qu'on avait dans certains cas et dans plusieurs cas des plans d'évaluation sous forme de blocs. Ce qui nous manque maintenant, c'est une méthode pour interpréter les résultats. Alors la méthode pour interpréter les résultats, je vais passer très rapidement parce que j'ai déjà dit certaines choses, mais ma diapo ici résume ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on soit en maths, en sciences ou en lecture, peu importe, le but, ce qui nous intéresse, c'est l'habileté globale. Autrement dit, peu importe les questions passées, c'est d'estimer ce niveau d'habileté globale par rapport aux bonnes et mauvaises réponses qui ont été fournies. En général, on a une habileté globale par rapport à la lecture, mais on peut avoir aussi des sous-échelles d'habileté, pas des sous-habiletés, mais des sous-échelles d'habileté en lien
avec ce qu'il y avait dans les cadres de référence. Donc si par exemple dans le PIRLS on s'intéressait à 2 intentions, vous vous rappelez l'objectif de lecture puis la compréhension du processus, ici on pourrait avoir une estimation de l'habileté par rapport à ça et une estimation de l'habileté par rapport à ça. Et c'est valable dans PIRLS, c'est valable dans TIMSS également. Dans PISA, on a l'habileté globale. L'habileté globale est toujours rapportée à une loi normale, donc une distribution en forme de cloche. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais avec une moyenne de 500 et un écart type de 100. Donc on normalise l'habileté de manière à l'avoir toujours exactement avec les mêmes paramètres, c'est-à-dire d'avoir des lois mathématiques qui sont toutes, des distributions mathématiques qui respectent les mêmes standards d'une certaine façon. Et on fait en plus des portraits par rapport aux connaissances, aux compétences, aux attitudes. Donc il y a 2 approches qui sont proposées. Dans le PPCE, c'est la même chose. Vous voyez qu'on retrouve de manière similaire, pourtant, ces 2 programmes différents, l'idée de la loi normale 500-100. On a la particularité du PPCE, c'est qu'il y a vraiment des échelles descriptives qui sont utilisées. Vous avez vu dans PISA tout à l'heure, je vous montrais les manières de corriger. On avait ça c'est acceptable, ça l'est pas. Dans le PPCE, ils vont plus loin, jusqu'à proposer une échelle descriptive à 3 niveaux avec des exemples de réponses qui vont dans le niveau 1, dans le niveau 2, dans le niveau 3. Honnêtement, avec les documents disponibles, la mécanique précise de comment ils opérationnalisent ça ne m'est pas si clair que ça. Mais on a cette idée, je dirais, d'évaluation qualitative par rapport à des échelons qui ressembleraient, d'après ma compréhension, mais je vous dis, je mets des guillemets autour de ça parce qu'il m'en manque des bouts pour être sûr de comprendre parfaitement comment ils font. Mais il y a l'idée vraiment d'une appréciation qualitative et au fond qui se rapproche, selon ce que je comprends, beaucoup de ce qu'un enseignant peut faire dans sa salle de classe. Vous imaginez au nombre d'élèves évalués ce que ça représente comme correction. Hein. Parce que ça va avec. Hein. Dire quand j'ai mes 30 élèves, je suis prête à le faire ou je ne suis pas prête à le faire, mais quand on parle d'un processus avec des milliers d'élèves, ce n'est pas la même chose. Et ils utilisent la méthode du signet pour justement définir à quel endroit ça coupe dans les échelons. Enfin, il y a toute une procédure complexe qui est décrite, mais qui est décrite selon moi pas avec suffisamment de détails pour qu'on soit capable d'attacher tous les fils, pour être certaine de comprendre parfaitement comment ça fonctionne. Ça va pour ça. La dernière partie, puis ça va être très rapide parce que je suis à peu près au bout, c'est à quoi ça sert de faire tout ça. J'en ai un peu parlé au début. C'est sûr qu'il y a 2 types d'utilisation. Vous avez, je pense, compris, après tout ce que je vous ai raconté, qu'il y avait énormément de données qui étaient récoltées. PISA, c'est 470 000 élèves, je crois, en 2009, qui ont été évalués. Donc ça fait quand même du matériel, donc évalué, pour lesquels on a le questionnaire de l'élève, le questionnaire du directeur, le questionnaire des parents, etc. Donc ça fait quand même des bases de données gigantesques avec lesquelles on est quand même capable de s'intéresser à beaucoup de choses. Donc la première chose, c'est sûr que si autant d'argent est dépensé par exemple par l'OCDE tous les 3 ans pour faire PISA, c'est sûr qu'eux-mêmes utilisent d'abord les données. Donc il y a des rapports qui sont produits, comme je vous le disais tout à l'heure, par l'OCDE globalement, par chacun des pays qui a participé localement. Donc il y a toute une collection de rapports qui sont proposés. Il suffit de taper PISA dans Google, puis on voit la liste des choses qui sortent, certaines plus faciles d'accès que d'autres, mais globalement, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, puis c'est un des objectifs qui est visé également, c'est d'avoir des bases de données importantes pour justement faire de la recherche. Avec les bons côtés et les mauvais, je dirais, mais d'avoir des données disponibles. Ça veut dire que si je suis un chercheur et que je m'intéresse à certaines problématiques, je peux regarder si PISA, dans les questions qui sont posées et puis les informations que j'ai, si je suis capable, par exemple, d'utiliser ces données-là pour essayer de faire des analyses, pour essayer de répondre à mes objectifs ou à mes questions de recherche. Et il y a énormément, je ne pourrais pas vous faire une liste ici, mais il y a énormément de possibilités qui sont offertes par ces bases de données. Puis comme je vous disais tout à l'heure, dans plusieurs cas, en tout cas, elles sont très facilement disponibles. Donc dans ce cas-là, je parle ici d'une utilisation seconde par des chercheurs. Puis vraiment, la liste des problématiques est énorme, avec des choses qu'on essaie de faire, mais qui fonctionnent plus ou moins bien. Par exemple, je me rappelle quand j'étais étudiante avoir travaillé sur un projet de recherche, on utilisait les données de Teams pour voir l'impact des pratiques des enseignants, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, sur le rendement des élèves.
je ne sais plus en quoi, en mathématiques. Bah oui, c'était en mathématiques. On ne l'avait pas fait en sciences, on l'avait fait en mathématiques. Donc on avait fait des modélisations très compliquées avec des équations structurelles de manière à voir les liens qu'il y avait entre les variables. Alors on était arrivé à faire quelque chose, mais on n'avait pas une certitude très importante au niveau de nos résultats. Pourquoi ? Parce que c'était plus un exercice, je dirais. On avait appris beaucoup en faisant ça, on était étudiants. Mais le problème qui se posait, c'est qu'au fond, est-ce qu'un élève dans une salle de classe, une année avec un enseignant, l'année de ses 15 ans, quand il passe, ou l'année de, je ne sais plus quel âge c'était pour Tim, ça peu importe, mais cette année-là est avec un enseignant, on ne sait pas exactement à quel moment est passée l'enquête. Est-ce que ce qu'est l'élève dépend vraiment de ce que l'enseignant fait avec lui ? Non, probablement pas. Donc il y a beaucoup de limites. On peut avoir la fausse impression que ça nous permet d'aller répondre à des grandes questions existentielles qu'on se pose en éducation, puis se rendre compte que oui, on a les données, mais qu'au fond, ce n'est pas forcément le style d'enseignement de l'enseignant qui joue le plus grand rôle et on arrivait à des résultats où on voyait que finalement le style d'enseignement il changeait pas grand-chose. Et ça veut pas forcément dire qu'il change pas grand-chose, ça veut juste dire que l'élève il est peut-être juste resté 4 mois avec cet enseignant-là et que ça n'a pas forcément eu le temps d'avoir un impact. Donc il y a des dangers, je dirais. C'est-à-dire que oui, on a l'impression d'avoir la donnée facile et l'analyse facile parce que c'est disponible et qu'on peut faire plein de choses. Mais je pense qu'il y a un très très gros travail de réflexion par rapport à la pertinence. Est-ce que c'est logique de regarder le lien entre ça et ça ? Puis dans certains cas, la réponse est oui, puis dans d'autres cas, la réponse n'est pas si évidente que ça. Donc il y a une prudence à avoir par rapport à ça. Alors des exemples de problématiques, mais je vous dis c'est un survol extrêmement rapide. Bon, mettre les pays en rang, c'est sûr que PISA, au départ, et ce qui sort dans les médias, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. Mais étudier les facteurs qui influencent le rendement des élèves. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que j'utilise ces données-là, moi, dans mon cours de méthode quantitative, et mes étudiants travaillent fort à modéliser toutes sortes de choses, n'est-ce pas, Souleymane ? Et puis, ce qui ressort comme facteur qui influence le plus le rendement des élèves avec les données PISA, mais ce qui ressort, c'est que c'est le niveau socio-économique de la famille. Autrement dit, avec l'indicateur qui est le niveau d'éducation de la mère et le nombre de livres à la maison, qui donne une indication du niveau socio-économique. Donc, ce qui explique le plus les variations, c'est ça. Alors après, on est capable d'avoir tout un tas d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ce qui ressort, et ce que vous retrouverez si vous allez vous promener sur les rapports aux endroits où on parle de ça, c'est essentiellement ça qui ressort. Tu as le micro ? Non, mais juste, c'est ça, c'est qu'il y a le français, on parlait de la lecture, la mathématique, les sciences, mais il y a aussi, en tout cas, 58, il y a une partie de questions, 58 questions, 44 pages, qui est un questionnaire qui est posé aux élèves, oui, qui n'a absolument aucun rapport avec des questions au niveau d'ordre scolaire, c'est ça, mais qui situe l'élève dans le contexte. Qui situe l'élève dans le contexte, c'est ça. Tout à fait. Donc, les regroupements après ça peuvent être faits. Donc, PISA, c'est pas juste l'évaluation. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toutes les données contextuelles qui sont tirées, qui sont récoltées, je dirais, tout autour, et autour au sens autour tout près, puis autour éventuellement de façon large. Donc, ça peut aller jusqu'à des choses très, très... pour lesquelles on ne voit pas toujours forcément le rapport. Je ne suis pas rentrée, je n'avais pas le temps aujourd'hui de rentrer dans les détails des questionnaires, mais effectivement, on va chercher beaucoup de choses. Mais ça permet, après ça, justement, de regarder les liens qu'il peut y avoir, pas seulement au niveau du niveau socio-économique de la famille, mais aussi des habitudes, par exemple. Des questions qu'on peut se poser avec les données PISA, c'est... On peut avoir l'idée préconçue qu'un élève qui aime bien lire va être meilleur en lecture. Ben, les données PISA nous permettent d'aller regarder ça. Et effectivement, c'est le cas. Donc on peut aller chercher et faire beaucoup d'analyses, et pas forcément avec une artillerie statistique lourde, là. On peut le faire avec des choses très compliquées, mais on peut aussi faire des statistiques, je dirais, de base, simples, et d'arriver à répondre à un certain nombre de questions qu'on se pose. Mais il faut toujours avoir la prudence que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un lien qu'on est capable de mettre, ça reste des statistiques, hein. Il faut qu'on soit aussi capable de les supporter d'un point de vue théorique. On n'est pas des statisticiens, on est des chercheurs en sciences humaines, hein, ce n'est pas la même chose. Donc le statisticien, lui, il dit il y a un lien, point, ça s'arrête là. Nous, on dit ok, il y a un lien, mais est-ce que je suis capable d'expliquer ce lien? Est-ce que ce lien est cohérent? Est-ce que je suis capable je ne sais pas où est le micro.
Est-ce que je suis capable de l'expliquer puis de lui donner un sens? C'est ça être chercheur en sciences humaines. Donc ce n'est pas juste faire des stats pour faire des stats. Il y a une nuance importante. Et ça peut être effectivement un danger que d'avoir des bases de données comme celle-là, de finalement arriver à raconter n'importe quoi. Il y a un danger. D'autant que les bases de données sont gigantesques. Je vous dis PISA, 470 000 élèves. Quand on fait des tests statistiques, tout est à peu près statistiquement significatif avec des nombres comme ça. Donc il y a des nuances importantes à avoir. Oui. Moi, je voudrais savoir l'évaluation de PISA ou les analyses de PISA. Est-ce que vraiment ils se basent sur des analyses quantitatives que par rapport à des analyses qualitatives? Non, c'est quantitatif. C'est quantitatif. Oui. Donc, est-ce que, par exemple, les opinions ou peut-être même les points de vue des enseignants, ils sont pris en considération pour essayer de faire un rapport avec le quanti et le quali? Peut-être identifier... Ben c'est quantitatif. Je vais faire une nuance. Les données sont toutes des données quantitatives, au sens qu'elles sont récoltées avec des questionnaires, qu'il y a des choix de réponses, qu'il y a des échelles de type Likert, donc tout est quantifié. Quantifié au sens sciences humaines, donc avec des échelles qui ne sont pas toujours des échelles d'intervalle, qui peuvent être des échelles simplement des classifications ou ordinales. On leur demande leur opinion par rapport à telle chose, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais avec ces données-là, qui sont ce qu'on appelle des données quantitatives, on fait des analyses quantitatives, qui sont des analyses statistiques. Ça ne veut pas dire que le matériau qu'on va chercher est quelque chose de dur. C'est-à-dire que ça peut être l'opinion. Autrement dit, j'ai coché 2, je suis une enseignante, j'ai coché 2 dans la question, on me posait telle chose, j'ai coché 2. C'est ma perception, mon opinion, c'est ce que j'ai coché à ce moment-là. Peut-être que finalement, le 2 que j'ai coché ne sera pas le même 2 que quelqu'un d'autre va cocher. Mais ça, c'est, je dirais, les joies et les aléas des méthodes quantitatives en sciences humaines. Oui, c'est-à-dire, justement, c'est pour cela, parce que certains chercheurs, à l'époque, c'est vrai, ils disent que les méthodes quantitatives, dans certaines recherches, oui. Peut-être même en sciences de l'éducation spécialement, il y a plusieurs recherches qui sont dites que oui. Que n'ont pas répondu à certaines questions complexes du type, par exemple, l'échec scolaire ou le problème de l'éducation. Et c'est pour cela que le rôle de l'analyse ou la recherche qualitative... Je suis bien d'accord avec ça. Je dis pas qu'elle est complémentaire. Mais oui, moi je le dis. Voilà, elle l'est. Toujours, il y a un résultat chiffré. Et ce résultat chiffré, il doit être bien, précisé ou bien argumenté par, Mais c'est le vécu des professeurs. Tout à fait. Exemple. Et si je veux savoir, effectivement, si je veux, par exemple, traiter de l'échec scolaire, puis d'aller regarder, effectivement, dans les bases de données, par exemple, PISA ou n'importe laquelle, les élèves qui sont en dessous de la moyenne, ceux qui sont en échec, et d'aller regarder ce qui pourrait expliquer qu'ils sont en échec, ben, ça va rester une étude quantitative. Alors, la force, c'est la quantité. La force, c'est le fait d'avoir un nombre important de personnes qui ont répondu, puis d'être capable de modéliser ça de manière statistique, donc de mettre en évidence des choses qui effectivement semblent jouer un rôle. Maintenant, si je veux savoir dans un contexte donné si effectivement c'est comme ça que ça se passe vraiment, je n'ai pas d'autre choix que d'aller sur le terrain, puis d'aller demander aux personnes, puis d'aller regarder sur un nombre beaucoup plus restreint, voire très restreint, parfois c'est une étude de cas, 1 cas, 2 cas, 3 cas, comment, pour ces élèves-là, la dynamique s'organise. Donc, le quantitatif, c'est la surface, à grande échelle, idéalement. Parfois, on fait même du quantitatif à échelle plus réduite. Mais si je veux aller en profondeur et comprendre les détails et l'articulation des différentes choses, il faut que je plonge. Et je ne peux pas plonger partout. Donc, je plonge à certains endroits. Et à certains endroits, je vais chercher de l'information. Donc, c'est vraiment une complémentarité. Et c'est vrai qu'en éducation, il y a les deux. Donc, on a des études purement quantitatives. Je prends les données de PISA, je choisis une problématique, par exemple, avoir un cadre théorique qui me propose certains facteurs que je considère être importants dans le fait que les élèves réussissent à l'école, par exemple. Je peux cibler un certain nombre de choses, le milieu socio-économique, les approches des enseignants, puis quelques autres choses. Donc, avoir un cadre qui me sert de base. Puis après, je peux simplement me servir des données PISA, faire un certain nombre d'analyses, puis voir ce que ça dit. Ça, c'est une option. Je dirais que c'est l'option extrémité gauche de mon continuum, quanti pur. Je peux faire ça,
Mais en plus, aller voir un certain nombre d'enseignants, puis valider les hypothèses que j'ai pour voir si, effectivement, confrontées à une réalité X ou Y, ça fonctionne. Là, je rentre dans le mixte. C'est-à-dire que je combine à la fois des analyses quantitatives sur des bases de données existantes et puis une connaissance plus approfondie du terrain. Ou je pourrais même aller à mon autre extrémité, puis d'aller voir juste que mon terrain, puis de regarder les choses en profondeur, sans m'intéresser au fait est-ce que c'est partout pareil, mais de dire à cet endroit-là, ça se passe comme ça. Donc j'ai vraiment l'éventail des possibilités. L'intérêt des bases de données, c'est qu'elles existent, donc on peut les utiliser relativement facilement, en tout ou en partie pour traiter une problématique de recherche. Ça va? Oui. Excusez-moi. Excusez-moi, moi, c'est pour revenir à cette question. Revenons. Est-ce que, disons, parler du capital social, c'est-à-dire, quand on parle de test PISA et puis, disons, avec la mondialisation, est-ce que quand on essaie d'interpréter au niveau du rendement en parlant de capital social ou bien du revenu social, est-ce que ce n'est pas un peu biaisé parce qu'on sait d'avance deux pays du point de vue économique, ça a été démontré que celui-là, il a un PIB plus bas, donc il y a tous ces facteurs qui entrent en jeu. Oui, si on gardait toutes les données ensemble. Quand on parle du capital social, je l'ai mis ici comme exemple, j'avais une étude particulière en tête. En général, on s'intéresse à un endroit précis, pas à plein de pays en même temps. C'est-à-dire qu'on veut contrôler un certain nombre de choses de manière à s'assurer d'avoir des comparables par rapport à ça. Je pense à une étude notamment de Kamenzi, son nom de famille ou son prénom ? Oui, de Kamenzi, qui est justement qui a utilisé les données PISA pour voir l'impact du capital social sur le rendement des élèves, mais il s'intéresse juste aux élèves du Québec. Donc, il contrôle pour le reste. Au Québec, il y a des différences, évidemment, mais il contrôle aussi pour le niveau socio-économique, c'est-à-dire qu'il a choisi des classes défavorisées. Donc, il part du grand échantillon PISA pour aller chercher finalement un sous-échantillon qui lui permet d'adresser la problématique qui l'intéresse et donc de ne pas tomber dans le piège que vous citiez. Okay. Mais c'est ça la beauté de tout ça, c'est qu'il y en a beaucoup, mais je ne suis pas obligée de prendre tout. Je peux en prendre des petits morceaux, puis de prendre juste les morceaux dont j'ai besoin pour répondre à ma question. Oui. À votre avis, quelle est la grande limite de ces enquêtes-là internationales par rapport et qui peut-être pourrait un peu dénaturer les résultats? C'est ma diapo d'après. Si ça ne répond pas, j'y reviendrai. Mais je veux juste finir ça, mais j'y viens parce que c'est mon dernier point. Donc ici, j'avais pris un certain nombre de choses. Ce qu'on retrouve beaucoup, c'est des problématiques qui sont liées avec l'efficacité puis avec l'équité. Donc c'est vraiment ça qui est en premier lieu traité quand on utilise des données PISA. Mais ça peut déborder, mais en gros, on pourrait le classer de façon très générale là-dedans. Donc on peut avoir des études selon le genre. Il y a beaucoup d'écrits sur le fait que, par exemple, les garçons réussissent moins bien en lecture que les filles. J'ai une mine d'informations qui pourrait permettre d'expliquer les différences entre les garçons et les filles dans les données de ces enquêtes-là. Le capital social, j'en ai parlé un peu, les stratégies d'apprentissage de l'élève, si la lecture est le domaine principal d'une enquête comme PISA, le questionnaire contextuel va chercher leurs habitudes de lecture. Donc on leur demande s'ils aiment lire tel type d'ouvrage, s'ils lisent fréquemment, de quelle manière, ce qu'il y a comme livre chez eux, s'ils vont à la bibliothèque, s'ils aiment ça. En tout cas, on leur pose une multitude de questions par rapport à leurs habitudes de lecture, ce qui permet d'essayer de voir aussi sur leur stratégie d'apprentissage. Est-ce que quand tu dois faire un travail à l'école sur un texte, est-ce que tu fais systématiquement des résumés? On leur propose différentes stratégies pour savoir quelles sont, selon leur perception, avec toujours le filtre de la perception. On est en sciences humaines, il est toujours là. Mais quelles sont, selon eux, la fréquence à laquelle ils le font ou le bonheur avec lequel ils le font, de manière à essayer de mettre tout ça en lien. Donc on est capable d'aller regarder ces choses-là. Et puis on est capable, comme je vous disais, d'aller chercher par rapport à des caractéristiques des écoles ou à des caractéristiques des enseignants, de voir comment on peut mettre certains liens, faire certaines relations, avec toujours un danger d'impact entre les deux, mais au moins des liens entre les deux. Oui ? 5 minutes ? Ah ouais ?
Donc, je vous avais mis, mais ça, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, d'autant qu'on n'y voit pas grand-chose. Je voulais juste attirer votre attention sur un élément, c'est que ça, c'est un graphique qui vient du rapport canadien de l'étude PISA 2009, qui met justement, c'est ce qu'on connaît le plus de PISA, donc je trouvais qu'il fallait que je le mette quelque part aujourd'hui, qui nous permet d'avoir l'ensemble de tous les pays qui sont classés du moins bon, si je peux me permettre, au meilleur. Et vous voyez qu'on a le point que je voulais apporter ici, bon, c'est évidemment ce classement, mais aussi la manière dont il est fait. Et ça, j'en ai pas parlé, bon, c'est un point de vue un peu plus quantitatif qu'évaluatif, mais c'est l'idée que dans PISA, comme dans les autres enquêtes, on n'interroge pas tout le monde. On a un système complexe d'échantillonnage stratifié qui va chercher des élèves de différents niveaux socio-économiques, de différentes écoles. On sélectionne les écoles de manière aléatoire, les élèves de manière aléatoire dans les écoles. Enfin, il y a tout un processus extrêmement lourd et complexe qui permet d'échantillonner et qui permet quand même d'avoir presque 500 000 élèves pour PISA. Ceci dit, on n'interroge pas tout le monde. Ça veut dire que d'un point de vue des pratiques statistiques, on n'a pas, quand on estime par exemple la moyenne pour un pays, par exemple pour le Canada, qui est, que je ne vois pas bien là, mais qui se situe quelque part, je ne sais pas si vous le voyez là, mais je ne le vois pas bien, qui se situe ici, si vous voyez ma souris. Ben c'est sûr qu'on n'a pas interrogé tous les élèves canadiens, on n'en a interrogé qu'un échantillon. Ça veut dire que la moyenne qu'on calcule est une moyenne d'échantillon. Ça veut dire qu'on n'a pas une certitude absolue qu'elle représente exactement la moyenne des enfants canadiens de 15 ans. D'où le petit rectangle, la petite boîte que vous avez. Le milieu de la boîte, c'est la moyenne, mais vous avez ce qu'on appelle un intervalle de confiance autour de la boîte, enfin, qui forme les bords de la boîte. Ça veut dire que quand on a deux boîtes l'une derrière l'autre qui se superposent, c'est-à-dire qui sont pas séparées mais qui se retrouvent l'une sur l'autre, il n'y a pas de différence entre ces deux pays-là. Donc il y a plein de pays ici qui sont classés dans un certain ordre, mais on n'est pas complètement sûr qu'ils sont différents les uns des autres en termes de moyenne. Donc c'est juste un point que je voulais préciser parce qu'il y a souvent des abus d'interprétation qui sont faits par rapport à ces choses-là. Puis pour finir et répondre à la question, les critiques, il y en a plein. Des critiques, il y en a beaucoup. Elles sont, vous voyez que j'ai mis des petits points, je n'ai pas tout adressé ici parce que ça aurait été trop long. Mais il y a beaucoup de critiques qui sont faites par rapport au processus, par rapport à ce qui est évalué, par rapport à la manière dont c'est fait, par rapport à l'argent que ça coûte, par rapport à la qualité des données qui sont récoltées. Enfin, il y a énormément de problèmes qui sont mis en évidence. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent avec ça parce que, en même temps, c'est là, ça existe, puis que ce serait, à mon avis, dommage de s'en priver. Mais il y a quand même des limites à les utiliser, puisque ça ne fait pas tout, ça ne va pas tout chercher. Les critiques importante qu'on trouve, c'est l'arrimage avec l'approche par compétence. Ça, j'en ai parlé un peu dans ma présentation. Puis vous avez vu que ce n'est pas si clair que ça, que c'est toujours des compétences qu'on évalue. Des fois oui, des fois non, mais la nuance n'est pas toujours si claire. Donc l'adéquation entre ce qu'on fait vraiment dans les curriculums, ce qu'on dit développer, puis ce qu'on évalue, c'est sûr qu'on n'a pas la prétention d'évaluer la même chose, mais il y a quand même beaucoup d'écrits qui sont faits par rapport à ça. Tension entre évaluation des apprentissages et évaluation des systèmes, parce que c'est clair que ce qui est annoncé, c'est d'évaluer si les élèves ont acquis les compétences, blablabla, mais en bout de ligne, c'est quand même les systèmes qu'on évalue. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui sont en désaccord avec ce qu'on fait avec ces données-là, notamment par exemple classer les pays sans tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Il y a des pays qui ne sont pas comparables, donc on ne peut pas comparer la Finlande et le Canada, ce n'est pas possible. Donc à partir de là, il y a beaucoup d'abus potentiellement faisables et qui sont même faits. La nature et la pertinence des indicateurs utilisés, c'est sûr que dans les questionnaires, on pose un certain nombre de questions, mais peut-être que c'est d'autres questions qu'on devrait poser pour être capable d'aller vraiment chercher les informations qu'il faut. Donc il y a aussi des questions par rapport à ça. Beaucoup d'écrits sur les effets des classements sur les décisions politiques. Je vous parlais de l'Allemagne qui a entièrement revu son système éducatif à la suite de PISA 2000 ou 2003. Est-ce que ça ne va pas un peu loin? Est-ce que l'objectif, c'est d'être bien classé dans PISA? Pas sûr. Donc il y a beaucoup aussi de questions qui sont posées par rapport à ça. Et puis évidemment, il y a toute la mauvaise recherche qui est faite, que je n'ai pas mise ici, mais qui est potentiellement faite, parce que c'est facile, on a des données à portée de main, alors on peut faire un peu n'importe quoi avec. Donc il n'y a pas que du bon qui ressort de ça.
Mais ça reste que, personnellement, je trouve que c'est une mine importante. On sait combien en éducation, on n'a pas de moyens pour aller construire des bases de données. Ceux d'entre vous qui sont dans des procédures, dans des démarches de recherche, savent combien il est difficile de faire remplir des questionnaires, d'avoir des conditions propices à faire des analyses quantitatives, des analyses statistiques de bonne qualité. Un des prérequis, souvent, c'est d'avoir un échantillon aléatoire. Aucun d'entre nous, y compris moi, ici, n'est capable d'avoir un échantillon aléatoire bien fait quand on fait une recherche avec un questionnaire. Donc, on est toujours dans l'à peu près. Donc ça nous donne quelque chose qui a été fait selon les règles de l'art. Alors, il y a un prix à payer, mais c'est quand même intéressant, à mon avis, de les avoir. Mais il y a beaucoup de limites. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec ça. Et c'est vrai que ça pose certaines questions, notamment au niveau de l'évaluation des systèmes, au niveau de l'impact politique que ça peut avoir. Donc il y a quand même des questions par rapport à ça. Ça répond à la question. Ben pour conclure, je ne dirai pas grand-chose parce que je pense que j'ai pas mal tout dit et que de toute façon, je vais être appelée à l'ordre pour le temps. Mais j'espère qu'avec ça, vous avez quand même une bonne idée de ce que ça représente. J'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps parce qu'on s'entend que c'est un domaine vaste. Mais il y a quand même un intérêt, je pense, ne serait-ce que de regarder, quand on arrive à mettre la main dessus, les questions qui sont posées. Il y a quelque chose à faire, même pour un enseignant, je pense, dans sa salle de classe, que d'aller voir certaines des questions. Il y a quand même des sites, les questions à lecture que je vous ai montrées, il y en a d'autres qui existent aussi, qui sont disponibles. Donc, je pense que c'est quand même une mine intéressante que de s'intéresser, que de regarder ce qui est fait dans ces choses-là, d'autant qu'on est quand même confronté à ça, puisqu'on vit dans des pays qui font partie des pays visés et pour lesquels régulièrement il y a des choses qui sortent dans les médias ou ailleurs. Donc je suppose que la prochaine fois que vous verrez un article sur ces choses-là, ben vous le regarderez peut-être avec un autre œil. Voilà, je vous remercie, je m'arrêterai là.